Nathalie Gatelier, qui est cofondatrice de la Fabrique du Nous, Jean-Yves Autier, qui est sociologue également, professeur à l'Université Lyon 2 et chercheur au Centre Max Weber. Je crois que c'est un des liens d'ailleurs avec Serge Pogam. Olivier Clarisse, qui est professeur émérite de médecine et qui est membre de l'Académie nationale de médecine et par ailleurs administrateur d'Itinova. Et Laetitia Jousse, qui est directrice des associations, enfin des établissements en tout cas, de l'association Simon de Sirène sur Lyon Métropole. On va faire un premier tour de table un peu rapide, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'ils font et qui ils sont. Et puis après, on engagera un débat un peu plus large. Laetitia Jousse, l'association Simon de Sirène, elle a déjà, je ne sais pas, je vous laisse prendre un micro. Merci. Elle a déjà, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans d'existence. Ça marche tout seul, il n'y a rien de... Voilà, c'est géré par la régie. 10 ans d'existence. Pour le coup, le lien social, il est vraiment fondateur. Il est à la racine, en fait, du projet d'habitat partagé de Simon de Sirène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, qui habite dans vos maisons qui sont relativement atypiques et comment elles fonctionnent ? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'avez dit, l'association Simon de Sirène à Lyon anime des habitats partagés pour des personnes dont la vie a basculé dans le handicap suite à un AVC ou un traumatisme crânien et également pour des personnes qui ont des lésions cérébrales à la naissance. Alors, comment nous prenons soin de ces personnes qui souffrent, au-delà du handicap, elles souffrent de solitude et nous en prenons soin en créant des habitats partagés où vivent ensemble des personnes donc cérébrolésées et des personnes valides. Dans chacun de nos habitats, nous avons 11 personnes, 6 personnes en situation de handicap et 5 personnes valides accompagnantes. Donc, ce qui signifie que les personnes qui s'occupent des personnes en situation de handicap vivent et travaillent sur le même lieu et sur leur lieu de travail. Donc, ces grands appartements, en fait, permettent à chacun d'être chez soi sans être seul, puisqu'il y a des parties communes de cuisine, salon, salle à manger pour vivre une vie partagée dont je vous parlerai après. Voilà, alors nous sommes à Lyon, nous avons 2 habitats partagés à Villeurbanne et nous faisons partie de la Fédération Simon de Sirène. En France, c'est 30 habitats partagés qui ont déjà ouvert en France depuis 15 ans. Et dans les 10 années qui viennent, nous cherchons à ouvrir 30 nouveaux habitats partagés, tellement la demande est importante. Pour vous donner une idée, nous avons déjà une liste d'attente de 40 personnes qui souhaitent rentrer dans nos habitats partagés à Lyon. La signature de Simon de Sirène, c'est « Partager peut tout changer ». Et cette signature en dit long sur notre débat. Et dans nos habitats partagés, nous cherchons vraiment à vivre le lien, le partage et à être en relation les uns avec les autres. Juste un petit mot pour compléter, les personnes valides, donc elles sont dans cette maison à la fois comme professionnelles, elles ont une rémunération salariée, j'imagine, mais c'est aussi leur lieu de vie permanent. Exactement. Donc les personnes accompagnantes, alors plus précisément, sur les 5 personnes accompagnantes dans chacun des habitats, nous avons un responsable d'appartement qui est animateur de l'habitat partagé et nous avons 3 accompagnants qui sont salariés de l'association et un volontaire en service civique ou un volontaire international. Merci. On va passer le micro du coup à Nathalie Gatelier. Je vous laisse l'attraper. Donc vous êtes cofondatrice de la Fabrique du Nous. Sur votre site internet que donc je suis allée voir, elle affiche la couleur. Déjà, vous l'affichez dans le nom de votre association. Et puis elle s'ouvre pour le coup sur un plaidoyer pour la rencontre. Est-ce que vous pouvez nous résumer d'où est né ce projet et puis du coup comment vous fonctionnez ? Merci Agnès, merci à tous, merci Itinova pour cette invitation. Donc la Fabrique du Nous, très rapidement, est née pendant mes années à Apprentis d'Auteuil. J'ai eu la chance de travailler 8 ans à Apprentis d'Auteuil. Et elle est née du constat que parfois, pour aider un jeune à trouver sa voie, une belle rencontre vaut beaucoup plus que de l'orienter vers la bonne formation ou vers un emploi quel qu'il soit. Et notamment, peut-être un exemple très concret d'un jeune, Rami,
18 ans, cité des Lauriers, au cœur des quartiers nord de Marseille, qui a rencontré Patrice, entrepreneur très successful de 50 ans. Et il y a eu une belle rencontre entre les deux. Et aujourd'hui, Rami nous dit, Patrice disait de Rami, dès que j'ai une question et que j'ai besoin d'avoir une réponse intelligente, j'appelle Rami. Donc il y a 30 ans qu'il les sépare et il a dit ça plusieurs fois à Rami. Et donc ça lui a donné une confiance en lui inouïe. Donc ça rejoint ce que vous disiez, Monsieur Pogam, sur le côté je compte, j'ai de la valeur aux yeux de cet entrepreneur de 50 ans qui n'a rien à voir avec moi, qui est hyper brillant. Et ça a donné des ailes à Rami, qui a du coup eu un parcours exceptionnel grâce à ce mentor, à ce fameux entrepreneur. Et de l'autre côté aussi, quand on écoute Patrice, l'entrepreneur, il nous a souvent dit, aujourd'hui, donc il était plutôt à voter Zemmour à l'époque, très à droite de l'échiquier politique, et il nous disait, je ne sais toujours pas si l'immigration est une bonne chose pour la France, mais je sais que tous les Ramis Sahraouis sont une excellente chose pour la France, maintenant j'en suis convaincue. Et donc cette petite anecdote pour vous dire que cette rencontre un peu exceptionnelle entre deux mondes qui, dans la vraie vie, ne se seraient jamais croisés, moi j'ai été très fière de provoquer cette rencontre-là et d'autres. Et on pense que voilà, elle peut donner à la fois confiance, elle peut donner des ailes, elle peut ouvrir des opportunités, et puis elle peut aussi changer les représentations. Et avec la Fabrique du Nous, on s'est dit, avec mon associé Tariq Ghazali, et si on démultipliait ces rencontres entre des mondes qui, dans la vraie vie, ne se croiseraient jamais, comment on fait pour démultiplier ces rencontres? Et donc on en a fait notre métier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fabrique du nous, on fabrique du lien social, mais on fabrique du lien social avec des autres, avec un grand A. C'est à chaque fois rencontrer quelqu'un, mais qui est le plus différent de soi. Donc soit différent par son milieu social, soit différent par sa façon de penser, sur ses opinions politiques. On a monté pas mal de projets sur ce sujet-là avec des médias, soit par les générations, etc., etc. Donc on n'est que deux, on est tout petit, on est minuscule, et à chaque fois on fabrique des projets avec d'autres, des assos, des médias, des entreprises, etc. On a monté une quinzaine de projets. Je peux vous donner 2-3 exemples ou après. Ah d'accord. Alors peut-être 2-3 exemples très rapidement. Là c'est un des premiers projets qu'on a monté il y a 5 ans à Marseille. À Marseille, il y a la mer, mais il y a 3 jeunes sur 4 au collège qui ne savent pas nager. Donc on s'est dit, et si des jeunes des quartiers populaires apprenaient à nager chez des particuliers? Pas de piscine municipale à Marseille, enfin très peu. En revanche, il y a des gens qui ont des piscines. Donc on est parti de cette idée folle et on s'est dit, ça c'est un bon prétexte pour faire se rencontrer ces deux mondes, des gens qui ont des piscines et des jeunes qui ne savent pas nager. On peut continuer les diapos. Donc voilà, ils apprennent à nager. Là, il y a Raoul et Sophie qui, après, font visiter leur magnifique Bastide. Là, c'est deux mondes qui se rencontrent. Le voisin qui, au début, avait peur, qui disait « Mais mon ami Raoul, t'es fou d'amener ces jeunes chez toi. Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis, au bout de la 6e séance, il est arrivé avec ses madeleines. Donc, tout ce petit monde s'apprivoise, pour reprendre la métaphore du Petit Prince. Et parfois, ils sont invités à dîner au bout de la 6e, 7e séance de natation. Restez dîner à la maison, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc ça, c'est un projet qu'on aime bien. 300 jeunes, chaque année, apprennent à nager dans les piscines de particuliers. Les regards changent des deux côtés du bassin. Le jeune se dit, finalement, les Blancs ne sont pas tous racistes. J'avais tort de penser ça. Et puis, de l'autre côté, Raoul et Sophie se disent, la racaille des quartiers nord, ils ne sont pas si mal. Il y a des choses intéressantes à en tirer. Deuxième exemple très rapide. Je ne vais pas vous faire les 15 projets, j'en ai 2-3, mais je vais très, très rapidement. Un projet qu'on a lancé, et on a eu la chance, ça a eu la chance de faire la une de la Croix récemment, c'est faire se parler de solitude. D'un côté, des détenus qui sont en prison, qui sont très seuls chez eux, très seuls dans leur prison, et puis des seniors qui sont isolés, qui souffrent de solitude. Et on s'est dit, si on faisait de ces deux solitudes une solution, et donc ils se parlent au téléphone. Donc ça fait 3 ans, vous avez des binômes qui échangent au téléphone, qui discutent, des liens se tissent petit à petit. Là, donc, madame... je ne sais plus comment elle s'appelle, dit « Ah, monsieur Daniel, je suis contente de vous entendre ». Et puis elle lui donne des conseils. En fait, au début, on pensait que ce serait les détenus qui aideraient les personnes âgées. Et puis finalement, on ne sait plus qui est qui. Et là, elle lui donne des conseils sur s'il fait trop chaud dans votre cellule, mettez un linge mouillé devant le ventilateur. Vous voyez, vous allez voir, ça marche trop bien. Donc elle est dans une posture, vous en parliez, d'utilité sociale, et elle se sent reconnue. Et je pense que ça, c'est une des clés du succès de ce projet, c'est qu'on ne sait plus qui est qui, les détenus. Et voilà un autre exemple avec le détenu un jour qui dit cette fois-ci Madame Lambert m'a dit qu'elle détestait les noirs, et quand je lui ai dit que j'étais noire, elle est tombée de haut.
Et j'ai réussi à garder mon calme et à parler calmement du raciste. Et donc, j'étais content. Bon, on aime bien cette histoire. On en a plein. Voilà. Et dernier exemple, après, je me tais. Un projet qu'on a lancé, qui est né à Marseille et qui se développe un peu partout, s'appelle Déjeuner en terre inconnue. C'est une idée très simple. C'est inviter des gens à sortir de leur bulle et aller déjeuner sur une terre inconnue avec des inconnus, des gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on a fait ça dans une 40aine de lieux le 1er juin dernier. Chaque fois, c'est chaque 1er du mois. On aime bien cette idée de créer des rituels. Dans des EHPAD, vous avez vu l'exemple. Dans une école primaire aussi. Des écoles primaires qui s'ouvrent aux personnes âgées. Donc, ça peut être des gens d'EHPAD, de clubs sénats. Voilà, moi, je suis fan de Jules, moi de Johnny. Les personnes ont été accueillies comme un. À l'IRSAM aussi, Institut pour malvoyants, avec plein de propositions, des invités pour aider plein de propositions de bénévolat. Et puis aussi, un autre exemple qui va vous parler, je pense, une MEX. Alors, je ne sais pas si c'est la plus belle MEX de France, mais en tout cas, c'est la plus belle MEX de Marseille, Conféré-la-Vue. Et là, il y a des voisins qui sont venus déjeuner dans cette MEX. Donc, il y avait des entrepreneurs, des commerçants, mais aussi Sylvie, 81 ans, qui nous a dit « Je suis tellement contente, je vais venir tous les samedis pour retaper le jardin avec les enfants. Je suis une zinzin des plantes, j'adore les enfants et en plus, c'est à 100 mètres de chez moi. » Donc voilà, donc ça c'est pour illustrer aussi le fait qu'il peut y avoir le déjeuner, en tout cas c'est très français, se mettre à table et ça peut être un super moyen d'ouvrir des établissements, de les faire connaître, d'avoir des nouveaux bénévoles, etc. etc. J'ai été beaucoup trop longue, je suis désolée. Pas de souci, merci. Olivier Clarisse, dans votre carrière de chef de service hospitalier en pédiatrie, si je ne me trompe pas, vous avez dû faire fonctionner des collectifs de travail. Au regard de ce qui a été dit précédemment, pour vous, quelle est la nature du lien entre ces professionnels ? Alors, j'étais pédiatre, mais plus spécifiquement en néonatologie, donc je n'ai travaillé qu'avec des tout petits bébés. Et effectivement, dans un service, il y a plusieurs types de soignants. Il peut y avoir des infirmières, il peut y avoir des auxiliaires de puéricultrices, il peut y avoir des kinésithérapeutes, il peut y avoir des orthophonistes, des psychomotriciens et des médecins. Et donc, des cultures différentes qu'il faut arriver à faire travailler ensemble pour un seul but, améliorer de la santé de l'enfant qui nous est confié. Mais également, il faut travailler avec les parents de ces enfants et assurer une communication permanente, d'autant plus que les parents entrent dans nos services 24 heures sur 24 et peuvent éventuellement dormir s'ils le souhaitent. Donc ça crée une proximité importante et il faut arriver à ce que tout cela fonctionne avec des cultures différentes. On a un brassage de population qui est important et l'on découvre des modes de pensée qui sont différents de nos pensées auxquelles on est habituel. Donc il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir être patient et de comprendre ce que des personnes de confession et d'origine différentes peuvent ressentir par rapport à nous. On aura l'occasion du coup d'y revenir dans la discussion. Je voulais juste aborder aussi avec vous un autre aspect. Vous êtes aussi engagé de longue date, notamment dans l'association Dr Clown, qui intervient donc dans les établissements hospitaliers. Et puis vous êtes président du Petit Monde, qui est la maison des parents de Lyon, DHL, je suppose. Pourquoi ces deux causes-là bénévoles, du coup, vous ont touché ? C'est inhérent à mon métier de pédiatre. La Maison du Petit Monde, c'est l'association que j'ai cofondée en 1996 et qui avait pour but, à l'annonce de la création de l'hôpital mère-enfant, qui n'avait pas d'espace pour les familles, de créer une maison d'accueil pour les familles des enfants hospitalisés qui viennent non seulement de la ville de Lyon, mais de toute la région lyonnaise et au-delà de plusieurs autres régions de France, afin de ne pas couper l'enfant de sa famille, la famille de son enfant. Donc c'est une association effectivement qui a eu un succès important puisque nous avons construit 3 maisons d'accueil, 2 à Lyon et une à Villefranche-sur-Saône. Et l'association Dr Clown, je l'ai découverte grâce à un collègue qui avait amené les clowns à l'hôpital. C'est une association qui a été fondée par Mireille Imbaud, qui était infirmière et qui s'est rendu compte très vite que l'enfant à l'hôpital devait pouvoir profiter de la vie malgré la maladie. Et donc les clowns à l'hôpital, c'est possible. J'ai rejoint cette association il y a 25 ans maintenant. Qui était un autre challenge, là, pour coup. Vous parliez de faire fonctionner des métiers de santé différents, les parents, les enfants. Là, pour le coup, c'est encore 2 univers. Faire venir les clowns à l'hôpital, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est un énorme succès. Merci. Jean-Yves Vauthier, vous avez mené, co-dirigé, je crois, une vaste étude sur les relations de voisinage, à la fois dans des quartiers de Lyon et de Paris. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet-là en particulier ? Est-ce que vous êtes parti d'un postulat ?
que vous vouliez vérifier. Ok. D'abord, bonjour à tout le monde. Merci aussi, Itinova, de m'avoir invité à participer à cette table ronde, où j'ai un statut un peu différent des 3 autres personnes, voilà, qui me rapproche beaucoup plus de Serge Pogam, puisque ça a été dit, hein, je suis sociologue, je suis professeur à l'Université Lyon 2, chercheur au centre Max Weber. J'ai donc effectivement co-dirigé une recherche qui a donné lieu à l'ouvrage Ce que voisiner veut dire, une grande enquête sur les liens sociaux de proximité, qui visait donc à étudier ce que sont aujourd'hui les relations de voisinage. Avec en quelque sorte 2 logiques. La première, c'est essayer de mettre à l'épreuve scientifique tout un ensemble de représentations communes sur les relations de voisinage. Donc, pour faire court, le voisinage est en crise. Voilà. Alors, en crise, soit par défaut de relation, les gens voisinent de moins en moins. Avant, c'était le bon temps, on connaissait ses voisins. Aujourd'hui, on voisine plus, ou voisinage en crise par excès de relations, avec la figure du communautarisme, de l'entre-soi, etc. Donc on avait toutes ces représentations qu'on a voulu mettre à l'épreuve d'une enquête sociologique classique, avec également le fait que ces relations de voisinage, en tout cas dans le contexte français, n'avaient pas été étudiées depuis 1980-82 à une grande échelle. Alors il y a des travaux sociologiques, hein, mais très monographiques sur telle ou telle population, tel ou tel contexte, mais une enquête comme ça de grande ampleur n'avait pas été réalisée depuis ce qui s'appelait l'enquête Contact, réalisée par l'INED et l'INSEE en 1980-1982. Voilà, en gros, pour faire court, ce qui nous a conduit à nous intéresser aux relations de voisinage, en maintenant, pour dire 2-3 mots de l'enquête elle-même, donc une enquête à la fois par questionnaire, par entretien, 2572 questionnaires, 210 entretiens, en région parisienne et en région lyonnaise, et dans différents types de contextes, résidentiels, aussi bien des quartiers bourgeois de centre-ville, des quartiers populaires d'habitat social périphérique, des communes rurales, voilà. Je ne détaille pas, mais on a effectivement toute la gamme des contextes résidentiels possibles. Et donc, une recherche qui a produit de nombreux résultats, et pour ne pas être trop long, voilà, peut-être évoquer 1 ou 2 résultats un peu inattendus. Voilà. Donc le premier, et voilà, le sociologue, très souvent, il désenchante le monde. Voilà, c'est ce que disait Max Weber. Et là, pour une fois, je suis content parce que je vais plutôt l'enchanter. Voilà. Puisque le résultat est un peu étonnant, c'est de constater qu'en fait, contrairement à cet ensemble de discours sur le déclin des relations de voisinage, on voisine exactement de la même manière dans les années 2000, c'est-à-dire 2018-2019 pour l'enquête, que dans les années 80. Si on compare un certain nombre d'indicateurs de ces relations de voisinage, quand on prend les conversations, quand on prend les visites chez un voisin ou d'un voisin chez soi, quand on prend les échanges de services, on a des taux de réponse qui sont équivalents à celles de l'enquête 80-82. Voilà. Donc on constate, pour donner un premier résultat, cette étonnante stabilité des relations de voisinage qui vaut pour les conversations, qui vaut pour les échanges de services, qui vaut pour les visites donc au domicile, qui vaut aussi, ça fait partie des relations de voisinage, des conflits. Voilà. Parce qu'inversement, si vous lisez la presse quotidienne régionale, les relations de voisinage, c'est des conflits qui augmentent à une vitesse, voilà, il a tué le coq de son voisin, il a ceci, cela. Non, y compris sur les conflits, on est sur des niveaux qui sont ceux déjà des années 80-82. Voilà pour un premier résultat avec, ça reviendra peut-être dans la discussion, des variations. On ne voisine pas de la même façon, on ne voisine pas de la même façon selon le milieu social, on ne voisine pas de la même façon selon le lieu où on réside. Voilà, avec là aussi l'enquête et la recherche et l'ouvrage donc permet d'aller à l'encontre de tout un ensemble d'idées reçues. Avec par exemple sur la question des contextes, l'idée toujours qu'on aurait un gradient urbain qui irait du centre jusqu'au le plus lointain. Voilà. Et si on regarde sur les relations de voisinage, on voisine autant dans les quartiers bourgeois ou gentrifiés de centre-ville que dans les communes rurales. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres résultats à donner, je pourrais parler pendant des heures. C'est vrai que ça vient à l'encontre, je relisais une étude, c'était Ipsos de l'année dernière, où il y avait 7 Français sur 10, je crois, qui trouvaient que les liens sociaux étaient en très très mauvais état en France.
et donc encore plus de Français que 5 ans, ou je ne sais plus de quand datait cette date. Est-ce que dans votre étude, vous avez des éléments, enfin des clés d'explication sur ce maintien du lien social? Est-ce qu'ils se sont transformés peut-être tout de même, qui percute autant la perception qu'on en a? Alors, pour faire une réponse courte, c'est pas mobiliser la parole, je pense que une des réponses, elle est dans une réponse à une autre question qui est effectivement posée dans l'enquête, c'est à savoir l'importance que les individus accordent aux relations de voisinage. Voilà. Pour donner un chiffre, c'est à peu près 3 enquêtés sur 4 qui considèrent qu'avoir des relations avec ses voisins est quelque chose de très important ou d'important. Et je pense que ça, c'est un élément assez fort qui permet de comprendre le fait que ces relations de voisinage sont importantes. Voilà. Juste, et puis on ouvrira le débat. Vous pensez qu'ils vont y chercher, pour reprendre les deux aspects du lien, on y trouve soit de la protection, soit de la reconnaissance. Là, pour le coup, c'est surtout de la reconnaissance. Les deux, voilà, on pourrait reprendre voilà, des catégories qui ont été évoquées par Serge Kogan tout à l'heure, qu'on retrouve tout à fait dans les relations de voisinage. Il y a effectivement des dimensions de reconnaissance, voilà, mais il y a aussi, dans un sens, des dimensions de protection, puisque le voisin, c'est aussi quelqu'un sur lequel on peut compter. On peut compter quand on part en vacances pour arroser ses plantes, garder son chat, etc., etc. Donc le voisin, il a ces deux aspects-là. Et puis d'ailleurs, par rapport à effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure, alors justement, les relations de voisinage, on a parlé tout à l'heure de distance, de proximité, etc. C'est des relations par rapport à d'autres relations sociales qui s'inscrivent dans un registre assez fin d'articulation entre la distance et la proximité. Il faut avoir avec ses voisins une relation de juste distance. Voilà. Être près, mais pas trop. Ne pas se laisser envahir non plus. Ok. Ce besoin de liens sociaux qui ressort de votre étude, donc il est toujours très prégnant dans une société où pourtant tout le monde dit, je pense à relatif juste titre, qu'elle est polarisée, où l'individualisme a progressé, où on est pris par plein de crises environnementales, en partie démocratiques aussi. Dans vos domaines respectifs à vous, comment vous faites pour que, malgré ce contexte qui est perçu de manière très négative par les gens, ça tient, les liens sociaux que vous expérimentez vous, ou sur lesquels vous voulez travailler? Qui veut? Alors, dans le domaine du handicap, la personne handicapée, le handicap qui est une limite, est créatrice de liens également. La personne handicapée nous crie qu'elle a besoin de l'autre. En fait, elle nous appelle vraiment à la relation et à la confiance. Et même, elle va plus loin, c'est qu'elle nous appelle à cette confiance mutuelle de cette réciprocité, comme vous l'avez dit, dans le lien et dans cette confiance. Donc, la personne handicapée, en fait, elle est créatrice de liens. Et moi, j'irais même plus loin. Ce que j'observe, c'est qu'elle est créatrice de joie, parce que le lien, c'est également la joie. Juste, je regardez le micro encore 2 minutes. Moi, ce que j'imagine dans vos maisons quand même, c'est que au quotidien, ça doit pas toujours être simple. Il doit y avoir des frictions, des moments où les choses sont compliquées, où les désirs ou les besoins des uns et des autres ne collent pas, sur des choses très prosaïques de la vie quotidienne. Comment, de manière très concrète, vous arrivez à faire en sorte que ça tient, que l'équilibre soit conservé? Alors, c'est certain que la vie partagée, elle a ses joies et ses difficultés quand on vit à 11 dans un appartement, pas toujours simple. Donc, la première chose, c'est de définir des règles. Donc, dans un habitat partagé, on se définit des règles de vie communes et on essaie de s'y tenir. Donc, ça, c'est le rôle de l'animateur de l'habitat partagé, de se tenir à ces règles de vie. Il y a également une chose qui est très importante, c'est aussi de partager des valeurs communes. En fait, quand on vient dans un habitat partagé, on choisit d'être chez soi, mais aussi on choisit le collectif. Donc c'est un choix libre. Et le collectif, c'est également de partager certaines valeurs communes.
Et dans nos habitats, les valeurs communes souvent qui reviennent, c'est le respect de l'autre, la bienveillance. Et ça, c'est des choses qu'ils partagent en commun au sein des habitats. Alors, des frictions et des tensions, il y en a. Déjà, la première des tensions, elle est liée aussi à la personne handicapée qui peut se réveiller aussi le matin avec des douleurs, avec des difficultés. C'est pas facile et elle n'a pas envie d'être en lien avec d'autres. Donc, et comme disait Serge Pogam, ça nécessite en fait une écoute de la souffrance de la personne handicapée très fine. Et en fait, je suis assez émerveillée de voir les accompagnants de vie travailler vraiment sur cette écoute de la personne handicapée pour comprendre ce qu'elle vit et comprendre ce dont elle a besoin. Et après, on a d'autres tensions, alors des tensions entre personnes handicapées, entre personnes valides et handicapées. Donc, on est toujours à essayer de crever les abcès, à essayer de dialoguer, d'échanger, de comprendre en fait ces tensions, de les mettre à plat. Et aussi, un des travaux, c'est de se pardonner mutuellement pour avancer ensemble et que les tensions ne rejaillissent pas sur tout le collectif. Olivier Clarisse, oui, peut-être. Nathalie Gatelier, allez, c'est bon. Allez, ouais. Je rejoins ce que vous dites sur pourquoi ça tient, comment ça tient, ce que vous disiez sur la réciprocité. Je pense qu'elle est clé. S'il n'y a pas de réciprocité entre les deux parties prenantes, ça ne marche pas. Il faut que le lien soit le plus horizontal. Sinon, il y a un truc déséquilibré qui fait que ça ne tient pas. Et puis peut-être deux autres ingrédients pour que ça tienne, parce qu'en effet, je pense que c'est pas facile de recréer de la rencontre entre des gens, qui plus est entre des gens différents. C'est l'entre-soi qui va de soi, c'est l'entre-soi qui est naturel. Aller vers l'autre, c'est pas naturel. Sortir de sa bulle, c'est pas naturel. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça demande un effort en tout cas. Donc de la réciprocité, je crois que vous avez dit aussi de la convivialité, de la joie. En tout cas, nous dans les projets qu'on monte avec d'autres, on essaye aussi de toujours mettre cet ingrédient. S'il n'y a pas de convivialité, s'il n'y a pas de joie, ça marche pas. Et ça c'est super important. Et j'ajouterai un troisième qui est clé. Et parfois on s'est planté parce qu'on avait oublié ce troisième. C'est le prétexte. Le prétexte. Il faut trouver un prétexte. Personne n'a envie de discuter avec les jeunes des quartiers nord. Si on leur dit ouvrez votre piscine, rencontrez les jeunes des quartiers nord, vous allez voir, ils sont super sympas. Ça n'intéresse personne. C'est plutôt vous n'utilisez jamais votre piscine, c'est dommage. Donc on joue là-dessus. Et puis les jeunes aussi des quartiers populaires, on leur dit plutôt c'est dommage, vous savez pas nager, il fait hyper chaud, profitez-en, apprenez à nager. Et si on leur disait, vous devriez changer votre regard sur les gens qui ont de l'argent, enfin, je fais que des clichés, mais en gros, il faut vraiment toujours avancer un prétexte, et c'est ça qui marche. Et au final, c'est ça qu'ils retiennent. À la fin, évidemment, ils sont contents d'avoir appris à nager, mais ils retiennent surtout qu'il y a des gens qui peuvent leur faire confiance, qui leur ouvrent leur magnifique maison, et c'est ça qu'ils retiendront, je pense, toute leur vie. Et comme disait Aznavour sur ce prétexte, on vient, qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit on vient pour la musique et on reste pour les paroles. Ben, c'est un peu pareil dans ces projets, on vient pour la petite musique. Pareil pour les déjeuners en terre inconnue. Personne n'a envie d'aller déjeuner à l'EHPAD. Personne. Qui a envie d'aller déjeuner à l'EHPAD ici? Personne. Non, je plaisante, mais il faut raconter quelque chose. Il y aura un parc de 5 hectares, il y aura une paella gélante, vous allez rencontrer un tel. Et puis finalement, ils sont bouleversés par les rencontres qu'ils font avec les personnes âgées. C'est ça les paroles qu'ils retiennent. Donc j'ajouterai le prétexte. Le contexte, du coup aussi. Voilà. Olivier Clarisse, dans votre expérience professionnelle et associative, du coup, on dépasse aussi les possibles conflits ou difficultés à tenir ensemble? Alors, pour la partie professionnelle, on a quand même un objectif qui nous relie tous, c'est rendre l'enfant dans la meilleure santé possible à ses parents. Et donc ça nous unit tous, et c'est un travail d'équipe. Et donc là, je vais reprendre les mots que vous avez cités, Monsieur Pogam, c'est effectivement, typiquement, je compte sur vous, et chacun d'entre vous compte pour moi en tant que chef d'orchestre de cette équipe. Et ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas un travail d'équipe, on ne peut pas réussir. Et le travail d'équipe fait qu'il y a des règles qui s'imposent à une équipe, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, il faut mettre des règles, ce qui n'empêche pas de tenir compte des individualités, des cas particuliers, des situations particulières à un moment ou à un autre. Le monde associatif, c'est un peu différent, donc j'ai une expérience particulière, je généralise absolument pas pour toutes les associations, mais en principe, c'est un lieu où se rencontrent
des gens qui ont envie d'aider d'autres personnes. Donc c'est de l'altruisme. Et malheureusement, il y a également des conflits, il y a des histoires d'ego, il y a des histoires de caractère et tout. Et là encore, c'est la capacité à essayer de fédérer les gens auprès d'un objectif particulier, en sachant que là, dans le cadre d'une association, alors c'est pas la taille d'Itinova ou d'autres associations, quand on a un but beaucoup plus modeste, il n'y a pas à rechercher un pouvoir personnel, un avantage personnel. C'est vraiment se fédérer collectivement pour une cause, en particulier celle que je défends pour les enfants. Serge Pogam, quand vous voulez intervenir, vous y allez en réaction. Après. Oui. Je voulais rebondir sur, sur deux choses. D'abord, me saisir de la question des conflits, voilà, qui a été abordée ici, pour dire des choses un peu complémentaires par rapport à ce que j'ai commencé à évoquer sur les conflits donc, dans le cadre des relations de voisinage. Voilà. Pour dire d'une part que les conflits sont une forme particulière de relations de voisinage. Ceux qui ont des conflits, c'est les gens qui voisinent. Voilà. Ce n'est pas les gens qui sont indifférents à leur voisinage, et que ces conflits peuvent aboutir sur des choses différentes. Voilà. Ils peuvent effectivement déconstruire des choses ou au contraire en construire. Le conflit peut être aussi un moment qui va construire fortement des relations de voisinage au sein d'un immeuble, par exemple. Voilà. Sachant que ça a été évoqué sur les liens de façon générale tout à l'heure, les liens de voisinage, ils sont pas figés dans le temps. Hein. Ils évoluent, ils changent, ils se font, ils se défont. Voilà. Et tout ça est aussi étudié. Puis je voulais revenir sur votre question de départ. On l'a détourné un tout petit peu sur le lien entre individualisme et relations de façon plus large. Voilà. Pour évoquer un autre résultat de la recherche qui, à mon avis, voilà, nous intéresse ici dans notre après-midi, puisqu'on s'est non seulement intéressé aux relations de voisinage, mais on s'est intéressé à la place que ces relations de voisinage occupaient dans, on va dire, pour l'économie générale des relations sociales des individus. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les relations de voisinage, c'est des relations de compensation, parce qu'on n'en a pas ailleurs, ou au contraire, est-ce que les relations de voisinage, elles vont avec d'autres relations? Donc ça me permet de glisser pour moi un autre résultat important de l'enquête, c'est de montrer qu'en fait, très généralement, les relations de voisinage, elles sont cumulatives avec d'autres relations sociales qu'on a dans d'autres sphères. On pourrait reprendre les liens évoqués tout à l'heure, professionnels, familial, etc., etc. Donc ça fonctionne rarement comme quelque chose de substitution. Voilà. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, en creux, un résultat plutôt moins optimiste que le premier que vous présentiez. Plus quelqu'un se trouve en situation d'isolement, plus c'est difficile pour lui de passer la barre de ça se cumule. l'intégration. Effectivement. Voilà. Ça, c'est moins positif que tout à l'heure. Alors, on ne peut pas être positif tout le temps. Dans les exemples que vous donniez, vous témoignez de liens entre des personnes pas pareilles. Nathalie, c'était une manière dont vous exprimiez les choses entre des personnes valides, des personnes en situation de handicap, des nantis, des personnes précaires, les clowns ou les soignants. Les uns et les autres, la rencontre avec l'altérité, donc elle vous paraît a priori possible. Enfin, vos expériences en témoignent parfois, même si c'est parfois difficile, mais elle vous paraît aussi vraiment nécessaire pour que la société tienne. Ça, c'était un peu le fondement de votre projet de départ? Alors, de notre point de vue, oui, elle nous semble nécessaire. Nous, si on fait ça, on a une boussole qui est d'essayer de lutter contre la défiance entre les gens. Et on croit beaucoup que plus on se rencontre, moins on a peur les uns des autres. Et donc, il faut favoriser ces rencontres avec l'autre et l'autre le plus différent de soi. Donc, oui, c'est vraiment au cœur de ce en quoi on croit dur comme fer. L'altérité, à la fois, je pense qu'elle peut faire du bien, elle peut ouvrir des opportunités, elle peut donner confiance en soi. On l'a vu avec l'exemple de Patrice et de Rami. Et puis aussi, elle peut nous aider à voir plus large dans nos visions du monde, dans nos croyances. Il y avait cette étude de Yann Algan que vous devez connaître, qui est un économiste reconnu, qui a beaucoup écrit sur la société de défiance. Et puis, je vous invite à lire son article dont le titre était « Dîner seul et voter Trump », qui était paru dans Les Échos, et qui démontre en fait que la solitude, l'isolement, provoque aussi de la radicalisation politique, et qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui dînent seuls, qui mangent seuls, et qu'il y a une corrélation entre les deux, entre la
la radicalisation. Donc, rencontrer l'autre et tout, je pense qu'il y a à la fois un bénéfice très personnel, et c'est tout votre propos, mais il y a, je pense, aussi un bénéfice au niveau de la société. C'est aussi se confronter à l'altérité, c'est ça, c'est voir plus large et avoir un autre avis sur la femme voilée, sur la personne âgée, sur qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD, etc., etc. Et c'est ça qu'on trouve aussi intéressant. Un des résultats de votre étude, par contre, c'est qu'on voisine quand même d'autant mieux ou d'autant plus qu'on se sent des affinités avec nos voisins, ou qu'on choisit ses voisins avec qui on voisine en fonction des affinités. Alors, sur la question effectivement de l'altérité, une partie de l'enquête s'intéresse effectivement avec le profil des personnes avec qui on voisine. Voilà. Avec qui voisine-t-on? Voilà. Alors, il y a à la fois du positif et du négatif, dans un sens, c'est que du point de vue des relations de voisinage, les individus ont quand même très, très largement tendance à voisiner avec des semblables, en termes de genre, en termes d'âge, en termes le plus de statut d'occupation. Les propriétaires voisinent avec les propriétaires, les locataires avec les locataires, ce qui pose des problèmes énormes dans les quartiers de mixité sociale. Voilà. Il y a l'immeuble de propriétaires. Dans les quartiers de ce qu'on appelle les nouveaux quartiers de mixité sociale programmée, il y a des immeubles de locataires, il y a des immeubles de propriétaires, et il n'y a aucun lien, aucune relation entre les propriétaires et les locataires de chacun des immeubles. Donc on est plutôt dans les relations de voisinage, dans des formes plutôt d'entre-soi, mais si on compare à d'autres sphères de la vie sociale, familiale, amicale, professionnelle, c'est quand même plus diversifié. Et notamment, en termes de catégorie sociale, on voisine plus facilement dans son voisinage avec des personnes qui n'appartiennent pas à sa catégorie sociale. En ce sens, et ça renvoie à un article de collègues, les relations de voisinage représentent une certaine bouffée d'air social. Voilà, par rapport à d'autres cercles de relations. Donc c'est bien les relations de voisinage. Il faut y aller. Serge, pardon. Oui, Alors, je vais juste compléter sur le handicap. Le handicap, en fait, touche tout le monde, toutes les catégories sociales, hommes, femmes et tous les âges. Et nous, c'est ce qu'on voit aussi au cœur de nos habitats partagés. Il y a vraiment une grande diversité d'âge social et un équilibre homme-femme. Et alors, le choix de Simone Sirène, c'est de mélanger aussi les statuts. Parce que, comme je vous le disais, dans les accompagnants, on a des volontaires. Certains viennent d'Afrique, d'autres d'Allemagne aujourd'hui, et des jeunes d'Allemagne, d'Afrique aussi des volontaires en réciprocité, et ou des volontaires en service civique, qui ont souvent un parcours un peu cabossé. Et en fait, la proximité de ces différents statuts et de ces différentes origines, tant sociales que professionnelles, moi je le vois et je constate que ça fait grandir chacun. Et tant la personne en situation de handicap, dans ce regard sur l'autre, sur les jeunes, que les jeunes grandissent aussi beaucoup en confiance en eux. Et en ouverture, bien sûr, sur le monde et sur les pays en voie de développement. Je voulais vous entendre aussi sur la question des lieux de sociabilité. Enfin, on l'évoque un peu avec la question des voisins. Pour avoir des liens de sociabilité, il faut des lieux de sociabilité. Est-ce qu'on en a autant aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'il faudrait réinventer d'autres? Il peut y en avoir beaucoup. Vous en avez créé avec votre maison. Il y avait les bars avant, ou d'autres, ou les écoles. Nathalie Gattoli? Effectivement, je crois qu'on a perdu 90% des cafés et des commerces en un siècle, donc c'est énorme. Et ça, c'était le lieu de sociabilité par excellence, donc c'est dommage. Moi, je crois qu'on peut réinvestir aussi les lieux, et notamment les lieux du groupe, comme les établissements Itinova, un EHPAD, une MEX, un institut qui accompagne des personnes handicapées. Ça peut être des lieux de sociabilité à condition d'accepter de les ouvrir à l'extérieur. Donc, pas toujours facile, pas toujours évident. Dans les MEX, tout est dans le titre, protection de l'enfance, on en parlait, on est là pour protéger. Alors protéger, c'est un peu l'inverse quand on veut ouvrir, c'est pas simple, on le voit. Mais peut-être qu'il faut réinvestir ces lieux, parce que je suis tout à fait d'accord, évidemment. S'il n'y a pas de lieu, c'est compliqué aussi de se rencontrer.
Et après, ça coûte cher de réaménager des lieux, des tiers-lieux. Donc peut-être appuyons-nous sur l'existant et puis allons vers des lieux où il y a des personnes fragiles. Je trouve ça intéressant de travailler cela. On parle beaucoup de tiers-lieux. On pourrait inventer un concept de care-lieu. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Non, moi je confirme effectivement l'importance pour qu'il y ait des relations de voisinage, qu'il y ait des lieux qui permettent effectivement qu'il y ait ces sociabilités de proximité. Voilà. Et quand on compare, effectivement, je vous l'ai dit, on est sur 14 terrains. Et donc on ne voisine pas de la même manière selon ces différents terrains. Et les différences, alors, elles s'expliquent par tout un ensemble d'éléments, mais parmi ces éléments qui expliquent ces variations locales des relations de voisinage, il y a effectivement le fait qu'il y a des commerces. Les commerces, pas seulement les bars, tous les commerces sont des lieux importants de création de liens de proximité. Donc quand vous êtes dans un quartier d'habitat social périphérique où il n'y a pas de commerce, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes dans un quartier de centre-ville dans lequel il y a effectivement des commerces, etc. Il y a des commerces, on pourra en développer d'autres, et les écoles. Voilà, ce qui construit très fortement les liens de proximité, ce sont aussi tous ceux qui se nouent autour des écoles. Et on voit bien que d'ailleurs, quand on prend des variations des relations de voisinage selon l'âge et la position dans le cycle vie, les champions du voisinage, là aussi, c'est pas du tout les personnes âgées. Ceux qui voisinent le plus, ce sont les 30-44 ans qui ont des enfants, parce qu'ils ont ces lieux-là pour construire ces relations de voisinage. Serge Pogam, que vous inspire Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur la question du voisinage, mais ça va faire écho à ce qui a été dit par ailleurs. Moi, je voudrais quand même, en disant que les relations de voisinage n'ont pas connu depuis 80 une diminution substantielle, moi, je suis frappé par le paysage de certaines communes semi-rurales ou périphériques, où on voit beaucoup de constructions dans des lotissements ou ailleurs, des maisons, mais qui sont toujours séparées par des clôtures de plus en plus hautes, avec des haies de plus en plus serrées, qui quand même traduit un besoin de s'isoler chez soi. Et je vois, ce phénomène touche, mon avis, toutes les régions à peu près, et je vois quand même que pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile, parce qu'on rentre chez soi en voiture, on sort en voiture, on a un portail automatique, etc. Donc, en fait, on ne va pas chez les uns chez les autres. Et donc, il y a effectivement des personnes qui ne connaissent pas leurs voisins du fait de cet environnement. Alors, je vis en plus à São Paulo, où il y a effectivement là, des ségrégations spatiales tellement fortes que les immeubles sont hyper sécurisés. Et donc, il y a un entre-soi dans les condominiums entre les personnes, évidemment, parce qu'il y a une vie collective, mais avec un besoin de se protéger de l'extérieur. Mais quand même, ce qui me frappe surtout, c'est la vie sociale dans les favelas. Je voudrais vous montrer cet exemple-là qui me semble, j'ai décrit tout à l'heure les favelas avec des petites venelles, etc. Quand vous vivez dans le cœur d'une favela, il y a une interconnaissance. Vous connaissez tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas connaître, on vit les uns avec les autres. Donc vous connaissez l'idée qu'il puisse y avoir une personne âgée qui meurt toute seule dans son logement, c'est impossible. Ça n'existera pas dans une favela, puisque tout se sait, tous les gens se connaissent, vont les uns chez les autres. Donc, cette vie sociale intense, elle caractérise le monde des pauvres qui sont unis par justement une certaine pauvreté, mais avec aussi des échanges quotidiens. Et donc, alors ça se transforme aussi, je vous ai dit tout à l'heure, les églises évangéliques, etc., etc. Mais quand même, c'est un point important. Donc, moi, c'est peut-être la configuration des espaces et ces techniques d'isolement ou de non-isolement conduit quand même à réfléchir sur nos relations avec les autres. La question, moi qui m'intéresse beaucoup effectivement à toutes les questions de mixité sociale qui sont au cœur de vos projets, puisque vous voulez faire exploser en quelque sorte les entre-soi. C'est ça le projet, le fabriquer du nous, c'est détruire les entre-soi, faire en sorte que les gens se rencontrent, quelle que soit leur classe,
leur milieu d'origine, leur religion, leur possible, c'est qu'il faut lutter contre un certain nombre de préjugés sur la représentation que l'on se fait de l'autre. J'ai fait beaucoup de recherches il menait une enquête sur ce que les riches pensent des pauvres dans plusieurs pays, notamment le Brésil, la France, mais aussi l'Inde. Et donc là, on voit effectivement quand on va interroger les riches qui vivent dans des entre-soi hyper ségrégés, on voit les préjugés qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des pauvres, la peur de la contamination physique, la peur de l'insécurité, la peur de la souillure. Il y a toutes ces questions-là qui sont très fortes et que je vois très très bien se propager dans des contextes de fort entre-soi. Donc c'est l'idée aussi d'établir des frontières morales entre les groupes sociaux, c'est-à-dire dans l'entre-soi, c'est qu'on pense pareil, on a les mêmes valeurs, on sait qu'on va donner la même éducation à ses enfants. Donc sortir de son entre-soi, c'est prendre le risque de mettre ses enfants avec des enfants qui reçoivent une autre éducation et qui ont d'autres valeurs morales. Et donc on veut se protéger par ces frontières morales. Et donc est-ce que vous arrivez, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup à travers vos projets, y compris d'ailleurs dans l'habitat partagé aussi, hein, est-ce qu'on arrive à faire tomber les préjugés, à faire que les gens se rencontrent en dépit de tout ce qu'ils peuvent avoir en tête et de tous les risques qu'ils peuvent avoir en tête dans l'idée de transmettre une mauvaise éducation, d'avoir de mauvaises influences, etc. Est-ce que ça transforme les gens au-delà de l'instant de la rencontre aussi, peut-être? Je ne sais pas qui veut répondre sur ce sujet. Oui. Je veux bien vous donner notre expérience. En fait, dans les habitats partagés, nous à Lyon, on a l'expérience de 5 ans de recul, puisqu'ils existent depuis 5 ans. On a eu, depuis l'ouverture, un seul départ. Donc, les gens vivent ensemble depuis longtemps. Et c'est vrai que quand j'interroge les uns et les autres, ils me disent vraiment que entre eux, il y a une complicité qui s'est créée. Et ça va jusqu'à une amitié pour certains. Et en fait, les préjugés, ils tombent, ils sont extrêmement différents, mais les préjugés tombent complètement. Et tant entre les personnes valides qu'entre personnes valides et personnes handicapées. Sans qu'il y ait besoin forcément de faire une éducation, parce que vous disiez tout à l'heure que, notamment pour les enfants, il y avait besoin d'une éducation. Du coup, là, ça passe en fait par l'expérience et par le... Oui, il y a besoin aussi de mettre des mots sur les choses. De mettre des mots, d'accompagnement, de cadre pour les accompagnants. Voilà. Et de temps en temps, alors certains sont là avec une certaine éducation, d'autres, c'est aussi une éducation qui doit advenir et qui doit éventuellement être complétée. Même, voilà. Oui. Peut-être pour... participer à cette discussion sur la question de l'entre-soi et de la mixité sociale. 2-3 réflexions. Les actions, en tout cas publiques, à l'échelle de l'État, des municipalités, depuis très longtemps, œuvrent en fait pour cette mixité sociale. Et ce qu'on peut constater, plein de travaux sociologiques peuvent l'appuyer, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Et en même temps, ces politiques de mixité sociale, elles sont toujours orientées. C'est-à-dire, on fait de la politique, on veut plus exactement créer de la mixité sociale dans des quartiers pauvres. On crée assez rarement de la mixité sociale chez les riches. Voilà. Donc l'entre-soi bourgeois est toléré, l'entre-soi populaire est dangereux. Voilà. Donc il faut avoir ça en tête. Et puis, bon, je ne vais pas développer trop là-dessus, mais il y a un point qui, pour moi, paraît central et par rapport à vos différentes initiatives, c'est la question de l'articulation entre soi, mixité sociale et habitat. C'est-à-dire que toutes ces politiques, en particulier, elles sont liées à l'habitat et au lieu de résidence. Voilà. Dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer une société
où la mixité sociale, en termes de relations sociales, en tout cas, voilà, se déploie hors du lieu de résidence, dans d'autres espaces de la ville, qui soient des espaces publics, des espaces culturels, etc. Là, en tout cas, tout ce qui a été depuis la construction des grands ensembles jusqu'aux opérations aujourd'hui de rénovation urbaine, c'est des politiques de mixité sociale qui résonnent à l'échelle de l'habitat, de la résidence, du quartier. Voilà. Enfin, il y a peut-être d'autres initiatives possibles. Juste sur ce point, puis après on passera aux questions. Est-ce que Nathalie ou Olivier Clarisse, oui, allez-y. Donc évidemment, je n'ai pas la même expérience, mais avec l'association Le Petit Monde, où on a créé des maisons pour les parents et les familles, avec l'idée d'avoir une cuisine centrale commune et une salle à manger commune. Au début, quand on a créé la première maison, on s'est dit, est-ce qu'on met des télés dans les chambres ou est-ce qu'on garde simplement une télé commune? Il y a eu de grands débats. Finalement, on n'a pas voulu non plus ne pas respecter une certaine intimité que des familles en difficulté pouvaient avoir. Donc on a mis la télé dans les chambres. Mais ça n'a pas empêché que la télé commune fonctionnait et ça n'a pas empêché que des liens se sont créés entre des gens d'origine extrêmement variées, simplement pour se rencontrer avec en commun un enfant malade ou un proche malade et de cuisiner ensemble et de déjeuner ensemble. Donc effectivement, des occasions de rencontre en dehors de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'habitat quotidien ou tout ce qu'on peut imaginer, c'est possible. C'était pas anodin de prévoir vos locaux avec cette partie commune. C'était très volontaire. Ouais. Mais là, on tombe sur l'idée qu'il y a quand même de la similitude, c'est-à-dire une similitude d'expérience, c'est d'avoir un enfant handicapé. Donc ça rapproche. Nathalie, un dernier mot et puis après on passe peut-être. Juste pour compléter, pour répondre à votre question, je ne sais pas si ça fait tomber les préjugés, honnêtement, j'en sais rien. Oui, après, est-ce que ça fait vraiment tomber les préjugés? Je ne sais pas. Si on reprend l'exemple de Patrice qui nous dit je ne sais pas si l'immigration est une bonne chose pour la France, mais tous les ramis sahraouis sont une bonne chose. C'est qu'il s'est quand même passé quelque chose, qu'il y a eu un déplacement. Après, combien de ramis faut-il qu'il rencontre pour vraiment le déplacer? Je ne sais pas combien il faut démultiplier ces rencontres. Je ne suis pas sûre qu'une fois, une rencontre un peu transformatrice fasse vraiment bouger les préjugés. C'est quelque chose qui est fort, qui est ancré, les préjugés. Donc, je pense qu'il faut démultiplier ces rencontres. J'ai en tête aussi une femme qui avait, dans un autre projet, qui avait fait une rencontre avec une personne dans un fauteuil roulant et qui avait été troublée, qui m'avait dit, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un dans un fauteuil roulant. Elle m'a raconté qu'à la suite de son accident, elle n'avait pas pu rentrer chez elle, elle ne pouvait pas rentrer dans l'ascenseur. Et dès le lendemain de l'hospitalisation, elle avait dû déménager. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est génial qu'on dépense en France autant d'argent pour les personnes à qui ça arrive. Et je ne me serais jamais dit ça avant. Donc là aussi, ça déplace, je pense, quelque chose. Donc on est plus sur des petits déplacements. Après, préjugés, c'est fort. Et peut-être un dernier exemple aussi qui m'avait beaucoup touchée, dans le cadre du projet où on fait se rencontrer des Français qui ont des opinions politiques aux antipodes. Après, le projet s'appelle Faut qu'on parle. Donc il y a 10 000 Français qui sont allés prendre un café avec un inconnu qui pense à l'inverse de lui. Et il y avait un monsieur qui nous avait dit, moi, pour la première fois, j'ai parlé avec un gauchiste écolo, donc tout ce qu'il détestait manifestement. Et il m'a dit, je l'ai trouvé très sympa. Donc au moins, je l'ai trouvé très sympa. Et je me suis pas dit qu'il avait raison, mais je me suis dit qu'il avait ses raisons. Donc est-ce qu'il a été bouleversé, est-ce qu'il a changé son avis sur les écolos, sur les gauchistes? Je ne sais pas, mais je pense que c'est des petits pas. Bon. Merci. On va garder quand même un petit peu de temps. On termine à 4h30, mais pour vos questions ou vos remarques. Alors, on a comme tout à l'heure deux micros à votre disposition. Oui. Pardon. Vous pouvez relever la main pour que... Ah, oui, là. Oui, du coup, bonjour. Moi, du coup, je travaille pour Adopte une asso. C'est une association qui aide les personnes vulnérables un peu ou isolées à se rapprocher du bénévolat. Et du coup, c'était une question pour Serge Pogam, du coup, parce que la fondatrice s'est un peu inspirée de vos écrits, un peu du lien et de rapprocher les personnes par l'associatif, du coup. Est-ce que vous avez déjà trouvé des cas similaires aussi à l'étranger? C'est pour ça que je vous pose cette question. De moments où l'associatif ou le bénévolat a rapproché des gens un peu leur a permis de tisser des liens sociaux, des gens un peu isolés. Je réponds tout de suite.
là en tête, j'ai pas un exemple en tête, mais la question d'une façon plus générale, le bénévolat est une forme de rencontre. D'ailleurs, dans des associations humanitaires, parfois, justement, il y a des formes de cohabitation des classes. Il y a des associations qui permettent de faire des rencontres, des médecins qui vont travailler dans telle association, qui vont rencontrer des ouvriers, d'autres personnes de classe moyenne, et ils vont pouvoir parler parce que justement ils sont motivés par la même, ils partagent la même sensibilité et vont retrouver par l'action des moyens justement de transformer leur représentation aussi. Moi aussi, ce qui m'a frappé beaucoup dans les expériences d'accompagnement dans les associations, c'est que l'association contribue aussi à une forme de socialisation et peut faire transformer les habitus. Ça me semble vraiment... Une fois, j'avais interviewé, je me rappelle, un médecin qui avait fait toute sa carrière et qui avait gagné beaucoup d'argent. Et puis, à un moment donné, il se dit, non, il faut que je vienne vraiment donner du temps. Mais parce qu'il se sentait un peu isolé, donc il avait envie justement d'être utile. Et il se disait, mais qu'il avait vraiment, il avait presque une attitude égoïste. Il venait là parce qu'il sentait bien qu'il avait besoin de compenser quelque chose dans sa vie. Donc il venait chercher plutôt que de donner d'une certaine manière. Mais la relation quand même qu'il a pu établir avec les autres bénévoles, qui étaient de milieux sociaux différents, qui avaient des expériences différentes, et les personnes en difficulté qu'il a pu rencontrer, il a dit, mais comme ça, à un moment donné, alors ça c'est très intéressant du point de vue du processus, il a dit, mais j'ai découvert qu'au fond de moi, je suis une personne altruiste. Je ne le savais pas, je ne savais pas que j'étais altruiste. Et donc, c'est cette relation dans le tissu social qui permet effectivement de créer un type de lien ou qui donne du sens à la vie. Et les personnes, parfois, se révèlent autrement que de manière complètement nouvelle et ne pensaient absolument pas qu'elles étaient capables de faire cela. Donc ça, c'est des exemples qui me reviennent pour répondre à votre question. Qui d'autre? Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Sylvie Vac, je suis comptable chez Itinova. Merci à chacun pour vos interventions. Et moi, je suis très admirative de vos associations, en particulier la fabrique de nous. Je vois que vous êtes à Marseille. Est-ce qu'à Lyon, vous avez une antenne? Comment on fait si on veut vous adhérer, porter aussi notre, comment je vais dire, participation? Simon et Sirène aussi, je suis à Lyon. Je ne pourrais pas résider chez vous, mais comment je peux faire sans être résidente? Merci à chacun. Vraiment, je suis très touchée par vos interventions. Merci beaucoup. Donc effectivement, on est basé à Marseille. Après, on travaille avec tout le monde, et aussi bien avec des Parisiens, des Nantais que des Bretons. Pas encore des Lyonnais. Et encore une fois, on n'est que deux, donc Tariq Ghazali et moi. Et on a initié 15 projets, mais on les a co-initiés à chaque fois avec d'autres. Donc nous, on porte rien toute seule. On est comme un incubateur de projets d'innovation sociale. Et les projets, on dit souvent qu'ils sont nés avec du rosé, souvent, ou bien, sur exemple, les piscines, c'est né avec du rosé il y a 5 ans, ou bien en s'inspirant de ce qu'il fait à l'extérieur, mais c'est avec les autres qu'on a des idées. Donc, avec plaisir, si vous avez des envies, comment fabriquer du nous et tout, pour en parler, je suis à dispo. Et peu importe qu'on soit à Lyon, à Marseille, pas de sujet là-dessus. Oui, selon les lieux et les projets, il y a souvent une association ou un établissement qui est relais, enfin qui monte
Oui, sur les piscines, c'est une association marseillaise qui porte le projet. Sur Faut qu'on parle, c'est le groupe Bayard qui porte maintenant le projet. Sur les Montmurons des Oreilles, c'est la prison de Nantes, avec une entreprise de services à domicile côté personnes âgées. Mais s'il y a des personnes âgées côté Itinova qui ont envie de se rendre utile et d'appeler des détenus, on est en train d'ouvrir pour passer à 200 personnes âgées. Donc c'est un exemple de choses qui peut s'élargir aussi et peut-être étudier ensemble. Ou d'autres idées, j'ai pas toutes les, voilà, mais à dispo pour en reparler en tout cas. Laetitia, Bruce? Alors, pour Simone Sirène, nous, on fait toujours appel à des bénévoles. Donc, j'entends que vous êtes salarié chez Itinova, mais on a une 60aine de bénévoles qui interviennent chez nous dans les habitats partagés ou dans notre groupe d'entraide mutuelle dont je ne vous ai pas parlé. Et donc, voilà, vous pouvez tout à fait venir comme bénévole, vous investir à Simone Sirène. Il y a du travail pour tous, il y a des missions pour tous. Donc elles sont soit disponibles pour vous dire un mot à la sortie, soit sur les sites internet, il y a les coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Oui, madame. Oui. Merci à tous. On a beaucoup parlé de liens, on a beaucoup parlé d'entrer en relation avec l'autre, mais moi, je n'ai pas entendu le mot plaisir et il me manque. C'est-à-dire que faire ensemble quelque chose qui fait plaisir à l'un comme à l'autre, c'est, à mon sens, un des moyens infaillibles avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes âgées, avec des personnes qui ont des ruptures de liens sociaux. Trouver un moyen de se faire plaisir ensemble, mais les deux. Je ne sais pas, jouer au Scrabble ou bien faire de la peinture ou je ne sais quoi. Et c'est ça aussi qui peut-être peut guider quand on parle d'animation au sens très large du terme dans tous ces établissements et toutes ces structures. Réellement jouer sur la carte plaisir. Alors, je veux bien vous répondre. Moi, je n'ai pas parlé de plaisir, j'ai parlé de joie qui va plus loin pour moi. Et c'est vrai que nous, à Simone Sirène, on fait appel à des bénévoles qui viennent faire des parties de Scrabble, à des bénévoles qui viennent animer des tables d'hôtes. Et en fait, chacun trouve de la joie à partager un temps ensemble et à faire avec la personne handicapée. Il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé là dans notre échange, mais c'est la question de la fête. La fête populaire, la fête collective, sans parler du carnaval, mais en tout cas la fête est un lieu de la joie. Et ça, la joie, on a besoin effectivement de se retrouver. Les fêtes populaires, c'était ça, les kermesses. C'était ça, c'était tout le monde se retrouvait pour échanger. Donc, et c'est là qu'on se connaissait. On pouvait vivre chacun parfois un peu isolé. Je pense à la Bretagne avec l'habitat dispersé. Mais la fête est essentielle parce que c'est le moment de la joie où on sort du travail et on se fait plaisir. Du plaisir qui va jusqu'à la joie. Et c'est vrai que dans les communautés Simone Sirène, on fait beaucoup la fête, tant dans les habitats qu'à l'extérieur. Les fêtes animent la vie partagée et rythment la vie au quotidien. Je crois qu'il y avait... Oui, vous vouliez... Avant d'aller faire la fête à côté. Moi, je m'appelle Julie, j'ai créé une société qui s'appelle Reliez-vous, qui crée du lien par l'écriture. Et je suis membre de la Fédération française pour les liens sociaux, dont le siège est à Lyon, et qui relie aussi pas mal d'initiatives. Donc, je vous invite à aller regarder ce site qui s'appelle nosliens.fr. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour du lien. Voilà, petite page de pub, Fédération française pour les liens sociaux. Merci. Merci. Oui, une dernière intervention. Non. J'avais juste je voulais apporter une remarque. Je trouve qu'on parle d'espace où les entre-soi peuvent tomber, mais j'ai l'impression que dans notre société où on est sans cesse compressé, le premier espace, en fait, c'est plutôt le temps. Il faudrait déjà libérer du temps pour que les gens puissent se rencontrer.
échanger, et que la première clôture entre les voisinages, moi j'ai l'impression que c'est le manque de temps. Qui est aussi effectivement le signe de notre société moderne. Je peux répondre Oui. peut-être sur. Oui, bien sûr. Eh bien non, parce qu'en fait, en tout cas là-dessus, c'est-à-dire que ceux qui voisinent le plus, pour faire répondre de façon un peu, c'est ceux qui ont le moins de temps. Voilà. Ceux qui voisinent le plus, c'est les CSP+, voilà, qui est très actif, biactif, etc. Donc le temps et la compression éventuellement du temps n'est pas quelque chose qui va aller à l'encontre de la possibilité de relations de voisinage. Voilà. Pour donner, puisque j'ai le micro, je le garde une seconde. Ah, moi quand je le tiens, je le lève. Mais c'est pas un problème. Mais puisqu'on a parlé de la fête, un mot quand même sur la fête des voisins. Voilà, puisque c'est quand même quelque chose qui est très largement mis en avant, qui fait partie de toutes ces actions qui sont au départ fondées sur ces représentations d'une crise du voisinage. Donc on se dit, le voisinage est en crise, ben, il faut le revivifier, et lançons en 1999 la fête des voisins. Voilà. Alors pour donner juste, le livre est sorti juste un peu avant la fête des voisins d'ailleurs. On a le sens du timing. Voilà. Voilà, donc sur la fête des voisins, en fait, en gros, par rapport à notre enquête, c'est à peine un tiers des personnes enquêtées qui participent ou qui ont participé à la fête des voisins. Voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça produit. Et on s'aperçoit qu'en fait, assez rarement, la fête des voisins va permettre de développer de nouvelles relations de voisinage. Voilà. Donc la fête, elle ne produit pas toujours ensuite des choses. Surtout peut-être quand elle est instaurée et que ça descend dans... Oui, Nathalie. Il y a une étude qui sort chaque année du laboratoire de la fraternité et qui pose la question aux Français. Et la question, c'est pour quelles raisons vous vous engagez pas plus? Et donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas par peur des autres ou par manque d'envie, mais ce qui vient comme raison invoquée, c'est le manque de temps et le manque d'occasion. Donc il y a quand même le manque de temps, en tout cas comme ça, en déclaratif, qui est vite, qui arrive très vite. Donc personnellement, je pense qu'il est nécessaire de proposer aux gens des offres. Enfin, des propositions courtes sur des temps courts et puis accessibles. jeveuxaider.gouv.fr, la plateforme du gouvernement, vous avez 5000 offres, 5000 propositions, on comprend rien, donc il faut c'est pas pour critiquer du tout, c'est très bien que ça existe, mais c'est très complexe et quand on interroge les gens, ils disent on veut des choses simples, accessibles, des occasions et qui m'arrivent un peu clé en main. C'est un peu effectivement la société d'aujourd'hui, on veut tout du clé en main et puis peut-être sur des temps courts. Donc là, il y a pas mal de formats qui existent, qui répondent à ça, mais bon, ils n'ont pas passé forcément le mur du son. Moi, je ne crois pas à l'excuse du temps. Quand on veut vraiment, on trouve du temps. Alors, ce que je vous propose, comme on arrive presque à l'heure, comme c'était dit, je vous propose à chacun en 3-4 phrases maximum pour qu'on garde nos minutes. S'il y a une idée, voilà, un dernier mot à partager avec nous. Alors, l'objet de notre table ronde, c'était on n'a rien sans lien. Donc, avec le lien, qu'est-ce qu'on a? Je dirais qu'on a la joie, et qui passe par accepter nos limites, accepter d'être interdépendant et s'ouvrir à l'extérieur. Merci. Ouais, c'est juste un petit complément d'expérience professionnelle. On s'est aperçu que nous avions des mamans qui avaient des grossesses compliquées, qui étaient hospitalisées 15 jours, 3 semaines, puis qui passaient 3 mois à l'hôpital avec leur enfant. Et puis quand l'enfant repartait, on leur disait il ne faut pas qu'ils soient en contact avec la famille parce qu'il y aura des virus, il ne faut pas qu'il aille à la crèche, etc., etc. Et en fait, on les met dans un isolement social absolument majeur. Et donc, on a un peu rétro-pédalé et considéré que ces femmes, elles avaient bien évidemment le droit d'avoir une vraie vie malgré leur enfant hospitalisé. Pour dire donc 2 mots rapides, voilà, la première chose, c'est dans tout ce que j'ai présenté des résultats généraux. Et voilà, quand on est sociologue, on travaille quand même très fortement sur les différenciations. Donc il y a tout un ensemble de choses qui ont été évoquées ici qui mériteraient d'être nuancées en termes voilà, de catégories sociales, etc., etc. Première chose. Deuxième chose que je voulais dire, voilà, si effectivement le constat d'ensemble qui sort de l'enquête est plutôt réjouissant, il ne faut pas oublier ce qui l'est moins. Voilà. Et notamment, quand je dis on a effectivement les mêmes taux à peu près de personnes qui ont des conversations avec leurs voisins que dans les années 80, etc.,
il n'empêche qu'on a dans notre enquête des gens qui n'ont ni conversation, ni visite, ni entraide, ni rien. Voilà. Donc il y a encore énormément de boulot. Voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on retient, c'est ça, hein? Oui, ou un dernier mot, voilà, ou une idée qui vous frustrerait parce que vous n'avez pas eu l'occasion de, voilà, de partager quelque chose. Non, bah, moi j'ai retenu que c'était pas mieux hier. On a tous souvent à dire que c'était mieux avant, donc c'est pas forcément mieux avant. Donc merci. Moi je repars déjà avec ça, avec cette idée, et très pressée de lire votre livre aussi. Et j'ai appris beaucoup aussi sur le côté des liens qui libèrent, compter sur quelqu'un, compter pour quelqu'un. J'aime bien aussi l'idée qu'on favorise des liens entre les gens, donc un titre très personnel, que c'est quand même très, très perso du coup. Je crée des liens pour compter sur et compter pour. J'aime bien aussi l'idée qu'on crée tous des liens pour que la société aille mieux, de manière peut-être plus altruiste, plus large, et pas que d'un point de vue de l'individu. Voilà, je dirais ça. Bah, le mot de la fin de la fin. Bon, ça sera pas très long. Et en tout cas, en vous écoutant, moi, je suis sensible aussi à une question, c'est la relation entre les liens et les lieux. En fait, en parlant des liens, vous parlez des lieux, en fait. Et dans mon intervention, j'ai beaucoup insisté sur l'ancrage des liens dans des territoires. Donc les territoires jouent quand même un rôle fondamental, les lieux jouent un rôle fondamental parce qu'ils structurent les liens. Et ça m'a fait penser à un point que je n'ai pas abordé, que j'aurais pu aborder et que l'on a pu échanger, mais je le dis simplement pour la réflexion. Les lieux importent aussi à partir du moment où ils sont assez beaux, où ils sont beaux. La question du beau est quelque chose d'important dans les établissements. Je vois quand on passe d'un EHPAD à un autre, il y a des différences selon les lieux. Il y a des lieux qui sont plus hospitaliers, qui sont davantage esthétiques, où on pense à la qualité. La reconnaissance, ça passe par le beau et par l'espace. Et donc, on a envie de rencontrer ses voisins quand on vit dans un quartier où on a pensé les espaces pour permettre ces lieux de sociabilité. Quand on est dans des espaces qui sont beaux, on peut plus facilement se retrouver. Et donc, ça incite à réfléchir aussi sur nos modes d'action dans les territoires pour les rendre accueillants et pour travailler aussi sur l'interconnexion des gens dans des territoires à condition que justement ils soient véritablement accueillants. Voilà ce que je voulais dire en complément. Merci. Eh ben, merci à vous 5. L'attachement social de Serge Pogam et puis ce que Voisiner veut dire, la grande enquête dont Jean-Yves Vauthier nous a parlé, ils sont disponibles à la vente juste à la sortie. Donc profitez-en bien pour avoir toutes les nuances de la pensée et du travail des uns et des autres. Et puis écoutez, Itinova vous remercie et puis vous invite à poursuivre les échanges, le small talk et les discussions autour des rafraîchissements et puis d'un petit buffet avant de repartir. Bonne fin de journée à vous. Merci.